la une de l'actualité ce soir, débat houleux cet après-midi à l'hémicycle. Malgré tout, la loi sur l'allègement des conditions du partenariat public-privé est passée finalement à la majorité absolue des votants. Pour le pouvoir en place, l'adoption de la loi doit permettre au gouvernement burkinabé d'aller très vite dans la réalisation de ses projets. Face à l'opposition farouche et la résistance prônée par le CEFOP, ne craint-on pas un affrontement dans les jours à venir? Le président du groupe parlementaire MPP est notre invité. Il viendra nous répondre. La fin des problèmes de logement au Burkina Faso est pour bientôt. Foi du Premier ministre Paul Kabatieba, qui a procédé au lancement officiel des activités du programme 40 000 logements sociaux ce matin à Koubri. Paul Kabatieba estime que le programme va améliorer l'accès au logement décent pour les Burkinabés. On l'entendra dans ce journal. Dans le journal également, le président français veut réformer les institutions de la République. Réduction du nombre des députés, suppression de la Cour de justice de France, la fin de l'état d'urgence et les réformes du droit d'asile, tout y passe. Mais saura-t-il réussir face à l'opposition? On en parle dans cette édition. Ce sont là les titres de 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, le président du Faso est à Addis Ababa. Roch-Marc Christian Kaboré doit prendre part à la 29e Assemblée générale de l'Union africaine. Avec les autres chefs d'État du continent, la rencontre qui a débuté ce lundi même va discuter de comment tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Lazare Pouya. Arrivé aux environs de 3 h du matin ce lundi 3 juillet 2017, à l'aéroport international de Bolé, d'Addis Abeba, le président du Faso a été accueilli à sa descente d'avion par la commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, Mme Minata Samate Sessouma. Un geste qu'elle a accompli au nom de l'Union africaine. Après un bref entretien dans le salon d'honneur, Roch-Marc Christian Kaboré a été conduit à son pied-à-terre à l'hôtel Sheraton où il prendra part aux côtés de ses pairs au 29e sommet de l'Union africaine. Un sommet qui sera essentiellement consacré à la question de la réforme de l'Union, le budget de l'Union africaine, les crises qui secouent le continent, notamment celles au Mali, au Soudan du Sud et en Libye. Placé sous le même thème de la session de janvier dernier, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, le Burkina Faso, en relation avec le thème de ce sommet, a inscrit un point à l'ordre du jour de cette conférence visant à proclamer la période 2018-2027 comme la décennie africaine pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines techniques, professionnels et entrepreneurial. Il s'agira donc pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, de défendre ce point pendant le huis clos qui précédera l'ouverture officielle de ce sommet. Et avant de s'envoler pour l'Éthiopie, le président du Faso était à Bamako pour une autre rencontre, celle du G5 Sahel. Un sommet extraordinaire qui a permis d'avancer sur la mise en place d'une force d'intervention de la sous-région contre le terrorisme et la criminalité au sud du Sahara. Sur les conclusions du sommet, on écoute le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. La décision, on peut dire, de ce sommet, c'est de faire en sorte que d'ici 3 mois, la force soit opérationnelle, dans sa partie gouvernement. Donc, le gouvernement qui devrait être basé à Sévaré doit pouvoir se mettre en place d'ici fin août et on doit pouvoir disposer des forces sur le terrain d'ici les 3 mois, de sorte que le point qui doit être fait, le rapport qui doit être fait aux Nations Unies dans 3 mois, qu'on puisse montrer à la communauté internationale qu'il y a quelque chose de concret qui a été déjà fait. Et pour cela, les chefs d'État ont décidé de garder le contact. Il y aura un point téléphonique entre eux le mois de juillet, d'ici la fin du mois de juillet. Il y aura un sommet en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre. Et puis il y aura un autre sommet qui se tiendra dans la région au mois d'octobre, pour suivre pas à pas, de sorte qu'on ne puisse pas traîner dans la mise en place de cette force. Alors, sur le plan coopération ou aide publique au développement, il y a eu une annonce qui a été faite par le président Macron, à savoir le déblocage à Paris de 200 millions d'euros pour des investissements en termes de développement dans la région. Et la nouvelle, c'est que cette
ce montant va être financé par l'Agence française de développement et il y aura un représentant régional de l'AFD qui va être basé à Ouagadougou. Alpha Bari, interrogé par nos envoyés spéciaux Salif Belem et Adama Koulibaly. Je le disais en titre, malgré l'opposition farouche de l'opposition politique burkinabé, les réserves de certaines organisations de lutte contre la corruption, la loi sur l'allègement des conditions de partenariat public-privé au Burkina vient d'être votée cet après-midi même à l'Assemblée nationale à la majorité absolue des votants. Le président du parti au pouvoir, Salif Diallo, avait prévenu personne ne va nous empêcher de voter cette loi. Et pour lui, l'adoption de cette loi doit permettre au gouvernement d'aller très vite dans la réalisation de ses projets. Cet après-midi, donc, les débats étaient houleux à l'hémicycle. L'ambiance avec Nyanki Teda. L'Assemblée nationale renoue avec les démons de la politique de la chaise vide. Cet après-midi, les députés de l'opposition politique burkinabé ont quitté la plénière consacrée au vote de loi portant allègement des procédures de contractualisation des programmes dans le cadre du partenariat public-privé. Cette loi beaucoup attendue du gouvernement, un gouvernement qualifié d'ailleurs de diesel pour inverser les tendances, aussitôt présentée, a été boycottée par l'opposition. Si on avait disposé d'expériences avérées dans la matière, si on avait disposé d'expérience du gouvernement dans la conduite de contractualisation de PPP et que les procédures accélérées auraient été une réponse, on n'aurait pas trouvé d'inconvénient. Mais ici, force est de reconnaître qu'on est en train de s'aventurer dans un risque global et un risque systémique. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Deux des députés de l'opposition sont pourtant restés et trouvent le contraire. Pour développer, il faut forcément choisir. Il faut agir. Et aucun champ n'est totalisable. Tous les champs sont critiquables. Je voudrais revenir, moi je ne connais pas très bien les histoires PPP là. Mais de ma culture générale, je sais que le pont d'Abidjan, le troisième pont d'Abidjan, tout le monde sait que si ce n'est pas avec PPP là, il y a 50 ans de cela, on fait même qu'avec beaucoup d'argent, un vu réalisé, mais il n'a pas vu. Les députés de la majorité ont donc voté à l'unanimité cette loi pour plusieurs raisons. C'est la théorie même dans les pays développés. Commençons en France, qu'en période de circonstances exceptionnelles, il y a eu une nouvelle légalité qui supplante la légalité ordinaire. Les gens oublient ça. Les gens oublient ça. Chez nous là, le peuple, les jeunes surtout, ils ne veulent plus être dans une salle d'attente où ils n'entendent rien. Loi à controverse, les uns la décrivent pour, disent-ils, son caractère mafieux et les autres l'applaudissent par contre, car elle va permettre de grands investissements dont la croissance du pays, rassure la ministre de l'économie et des finances. Il ne s'agit pas du budget de l'État que nous allons prendre pour signer un contrat de gré à gré. Non. Cela est régi par la loi sur la commande publique que nous utilisons déjà. Il s'agit en réalité, lorsque un privé dispose de ressources techniques et financières dans un domaine donné, et vous savez qu'il y a 94 projets PPP déjà qui existent, nous avons proposé 38. Lorsque un partenaire privé pense qu'il a les capacités, il peut venir volontairement à nous pour dire voilà, nous sommes prêts à le faire. Donc, il n'y a pas de déboursement d'argent au niveau du gouvernement. Nous allons donc discuter avec le partenaire au niveau du ministère technique sur les offres qui sont faites, au niveau aussi du contenu financier qui a été fait pour voir si par rapport à l'ordre de grandeur des prix que nous connaissons pour des ouvrages similaires, si nous avons la meilleure offre possible. Ça, c'est un aspect très important. Et nous discutons d'un plan de remboursement qui tienne compte des capacités de l'État. La loi votée, le président du Parlement, Salifou Diallo, invite le gouvernement à aller vite pour son opérationnalisation avant de déplorer le manque de débats contradictoires en raison du boycott de l'opposition politique à cette plénière. Une plénière qui a connu la présence de certains citoyens burkinabés. Suivons à présent la réaction du Premier ministre sur l'adoption de cette loi. Paul Kabatieba estime que la polémique actuelle sur la loi qui vient d'être votée est inutile et sans fondement. On l'écoute. Tous nos partenaires techniques et financiers se plaignent de lourdeur de nos procédures donc de passation de marché. Et l'une des causes de la faiblesse de l'investissement dans notre pays,
c'est justement la lourdeur de ces procédures-là. Tout le monde le sait dans ce pays-là, y compris ceux qui s'opposent aujourd'hui à ce texte-là. Si vous regardez ce qu'ils ont écrit il y a quelques mois dans leur programme de gouvernement, ils avaient même prévu d'alléger ces procédures. Tous les projets qui seront financés et réalisés par les mécanismes donc, du PPP, dans le cadre donc, de ce projet de loi, feront systématiquement l'objet d'un audit par l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASE-LC. Je pense que la mise en place de ce verrou supplémentaire permettra de s'assurer qu'il y a vraiment eu un respect des règles de transparence et de bonne gestion et de bonne gouvernance dans la sélection et la réalisation de ce projet-là. Alors, quiconque aime ce pays, quiconque est un tant soit peu patriote, ne peut qu'adhérer à l'adoption de ce projet de loi parce que c'est l'intérêt national qui est en jeu. Alors, je le disais en titre, le président du groupe parlementaire MPP est avec nous, M. Alassane Sakandé. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. La loi sur l'allègement des conditions PPP est votée. Mais qu'est-ce que cette loi va apporter de significatif dans le développement de ce pays? Merci, M. Kindo. Effectivement, la loi a été votée cet après-midi à l'hémicycle, en tout cas à l'unanimité des députés présents. Quand je dis députés présents, parce que vous avez été donné de constater que l'opposition a quitté la salle, mais fort heureusement, ce n'est pas toute l'opposition, parce qu'il y a eu 4 députés patriotes qui sont restés, 4 députés qui sont restés dans la salle de l'opposition, 2 députés mais ayant des procurations, qui avaient comme souci premier l'intérêt du peuple burkinabé. Lorsque cette loi nous a été présentée, il vous souviendra qu'il y a une liste de 38 projets qui est arrivée avec la loi. Et lorsque vous essayez de parcourir la liste des 38 projets, c'est tellement long, je ne vais pas vous les citer. Il y a entre autres la réalisation des forages, il y a des routes, il y a des écoles, il y a des cités universitaires, il y a des hôpitaux un peu partout. Donc c'est pour vous dire que cette loi était très attendue parce qu'elle permet au gouvernement de mettre en œuvre un programme pour lequel le président du Faso a été élu. Donc, ce n'est pas une surprise parce que c'est contenu dans le programme du président pour lequel il a été élu, où nous avions dit clairement qu'à un moment donné ou à un autre, nous allons faire appel à des PPP pour pouvoir financer ces investissements. De nos jours, les ressources de l'État sont maigres. Les attentes des populations aussi sont nombreuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? On y va ou on doit attendre? Nous avons dit non. Nous, en tant que députés, nous avons été envoyés à l'Assemblée par la population. Et nous devons travailler dans l'intérêt de ces populations-là. Donc pour nous, encourager, amener le gouvernement à réaliser ces infrastructures-là, c'est vraiment aller dans le sens du peuple. Donc pour nous, il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. On l'a vu, l'opposition farouche de l'opposition politique au Burkina, mais également certaines organisations de la société civile comme le RENLAC qui émettent des réserves sur l'adoption de cette loi. Est-ce que vous comprenez leurs arguments? Bon, peut-être que c'est une première plus ou moins en ce qui concerne les PPP pour certaines personnes, mais j'estime que nous avons mis tous les garde-fous nécessaires. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des députés de la majorité que nous avons donné un blanc-seing au gouvernement pour réaliser ces choses-là sans pouvoir faire des contrôles. Dans le système qui est mis en place, il y aura des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. Donc, ce qui permet au niveau des structures étatiques, ce qui permet à la SE-LC, comme vous le savez, ce qui permet à la société civile et aux structures comme le RENLAC et autres de pouvoir faire des contrôles à tout moment. Nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée, nous avons recommandé à ce qu'on puisse mettre en place un comité paritaire composé des députés de l'opposition et des députés de la majorité.
pour pouvoir suivre l'exécution de ces travaux-là. Donc, c'est vous dire qu'au-delà de tout ça, la Constitution autorise l'opposition à mettre une commission d'enquête parlementaire en place sur le thème ou le sujet de son choix. Ça veut dire que l'opposition avait la latitude ou a la latitude de créer une commission d'enquête sur les travaux d'exécution PPP. Et c'est eux qui dirigent cette commission et l'Assemblée met les moyens à leur disposition pour pouvoir faire ce travail-là. Donc je crois que c'est des suspicions inutiles et on va aller à l'essentiel et permettre aux différentes structures. Aujourd'hui, quand vous prenez la société civile, elle est là, comme un vigile. Donc ça veut dire que nous n'avons pas peur pour ces réalisations. Ce que nous demandons au gouvernement d'aller vite et bien. Dans tous les cas, nous sommes là, comme on l'a dit, les structures, la SE qui est là, qui est mise en place, n'a pas été mise en place par le MPP, c'est une structure indépendante qui peut faire des contrôles. Et donc, l'assurance que les soupçons de corruption, la voie royale ou pillage des ressources est levée avec des institutions de contrôle. À partir du moment où, à moins qu'on ne fasse pas contrôle aux institutions de contrôle aussi, on ne fasse pas confiance aux institutions de contrôle de notre pays. Oui. L'opposition a également prévenu que si cette loi passe, elle descendra dans la rue. Votre parti également a dit que l'opposition n'a pas le monopole de la rue. Que va-t-il se passer les jours à venir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affrontement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, c'est des langages de politiciens. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit contre les intérêts du peuple burkinabé, parce que c'est ce même peuple qui nous a élus, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité. Et je crois que ça doit être pour des pratiques politiciennes. Ils ne vont pas y aller. Nous pensons qu'aujourd'hui, si l'opposition décide d'aller dans la rue, c'est aller contre le peuple burkinabé. Nous n'allons pas sortir, nous n'allons pas croiser le fer avec l'opposition. C'est les populations pour lesquelles ces investissements doivent être construits. Ce sont ces populations-là qui sortiront défendre leurs acquis. Merci à vous, Alassane Sakandé, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire MPP à l'Assemblée nationale. Merci de votre disponibilité. Merci la suite de ce journal, je le disais en titre également, le Premier ministre annonce la fin des problèmes de logement au Burkina Faso en procédant au lancement officiel des activités du programme 40 000 logements sociaux ce matin à Koubri. Paul Kabatieba estime que le programme va améliorer l'accès au logement décent pour les Burkinabés. Le témoignage de Zadissa Sanfo. Des maçons atypiques d'un jour. Le Premier ministre et le ministre en charge de l'habitat sont au pied du mur. Ils veulent offrir aux Burkinabés des logements décents. Le pas est ainsi franchi entre l'acte et la parole dans le programme national de construction de 40 000 logements. Ce programme dont nous lançons la phase opérationnelle aujourd'hui, voulu comme une réponse vigoureuse à la problématique récurrente du déficit de logements décents dans notre pays, est en effet la traduction d'un engagement fort de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à faire de l'accès au logement un droit effectif d'ici 2020. C'est un programme qui se chiffre à plus de 490 milliards de francs CFA. Il sera financé à travers le programme de partenariat public-privé et la part de l'État s'élève à 84 milliards de francs CFA. Selon le Premier ministre, avec ce lancement, désormais le problème de logement est définitivement résolu au Burkina Faso. C'est d'abord un enjeu de justice sociale, un enjeu de lutte contre les inégalités. Parce que ce droit au logement doit être acquis et garanti à tous les Burkinabés, sans exclusive. En particulier, nos compatriotes qui ont des revenus modestes. C'est une raison d'ordre économique. Parce que les économistes ont souvent tendance à dire que lorsque le secteur du bâtiment se porte bien, ça veut dire que l'économie nationale se porte très bien. Ils sont au total 234 000 personnes à exprimer leur désir de posséder leur propre toit à travers les différentes inscriptions.
La CEDEAO réfléchit en ce moment à Ouagadougou sur un impôt indirect sur le tabac appelé droit d'assise. Cet impôt devrait aider à lutter contre la contrefaçon et la contrebande. L'institution sous-régionale souhaite aussi l'harmonisation des exonérations de la TVA. Explication avec Roger Cam et Yolande Lompo. Ils ont l'idée de réduire considérablement la consommation du tabac en rendant difficile son accessibilité financière. Et pour parvenir à une telle prouesse, ces experts nationaux de la CEDEAO vont devoir procéder à la validation de 3 instruments fiscaux communautaires entrant dans le cadre de l'établissement de l'union douanière de la CEDEAO. Nous commençons aujourd'hui sur la question de la taxation des tabacs et des cigarettes, du tabac. Comme vous savez, cette question est d'actualité parce que dans nos régions, particulièrement au Burkina Faso, on constate que les tabacs sont très moins chers, accessibles à la jeunesse et préjudiciables à la santé des populations. Selon cet expert, Dubaï et l'Europe sont les plus grands producteurs de tabac au monde. Et le commerce illicite des produits du tabac constitue une grande préoccupation à l'échelle internationale et serait une menace pour la santé publique. Le commerce illicite du tabac est en général destiné à l'Afrique du Nord. Il part des pays du Golfe de Guinée et pour passer par le Sahel avec un certain nombre de convois de marchandises, il paye des taxes aux groupes armés terroristes et bien évidemment ces taxes entre guillemets elles alimentent les caisses des groupes armés. Pour l'Afrique de l'Ouest, on estime que le marché illégal représente 16 milliards de cigarettes et on estime que les profits générés par ce trafic représentent entre 800 millions et 1 milliard d'euros par an. Outre la question relative à la taxation des produits du tabac, les participants à la présente réunion devront s'accorder sur une liste communautaire des biens et services à exonérer de la TVA dans les 15 États membres. Autre actualité, malgré l'adoption d'une loi contre l'utilisation des sachets plastiques et non dégradables au Burkina Faso, difficile pour les utilisateurs de s'en passer. Les sachets plastiques inondent les marchés et polluent l'environnement. Ce 3 juillet est consacré dans le monde comme la journée mondiale sans sachets plastiques. Pourquoi cette réticence à renoncer aux sachets plastiques? On essaie de comprendre avec Amadou Lougué. Difficile de s'en passer, ces sachets plastiques couramment appelés sachets noirs. Ici, on emballe toutes sortes de marchandises avec des articles de commerce aux condiments de cuisine. À la maison, on est pressé, donc on oublie de prendre le seau ou les paniers. C'est pour ça qu'on met souvent dans les sachets noirs. En ville, on retrouve partout ces sachets nuisibles à l'environnement, au bord des eaux comme ici au Marigot Oué, ou là dans les caniveaux de Boho du Lasso. Tout le monde utilise les sachets noirs, c'est pour ça que nous aussi on utilise ça. La plupart des commerçants et des clients ne semblent pas vouloir abandonner leur utilisation. Pourtant, une loi de 2014 interdit la production, l'importation, la commercialisation et la distribution de ces emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso. On a entendu ça, que les sachets noirs, ça donne maladie. On arrête d'utiliser ça, mais on ne peut pas. C'est ça qui est rempli dans le marché maintenant, on ne sait pas comment faire. Les conséquences de ces sachets sur l'environnement sont inestimables. Ils recouvrent le sol et empêchent l'infiltration et l'écoulement normal des eaux de pluie. Environ 30% des bétails meurent chaque année après avoir avalé des sachets plastiques non biodégradables. Souvent, il y a des bébés qui viennent ici en bonne santé, mais ils sont vraiment gonflés. En tout cas, on va tuer. Si on tue maintenant, on voit que c'est des sachets plastiques qui l'ont tué. Heureusement, il y a des Burkinabés qui ont déjà trouvé une alternative à l'utilisation de ces sachets noirs. La plupart des pharmacies sont abonnées aux biodégradables. Certaines boulangeries également, comme ici, toutes les baguettes de pain sont emballées dans des sacs bio. Enfin, une utilisation à grande échelle, cette association tente de donner une seconde vie aux sachets plastiques ramassés en ville. Ces sacs, ceintures et pavés sont fabriqués ici à base de sachets noirs.
Dans la capitale burkinabé, le canal Anayele qui permet l'évacuation des eaux de pluie dans le quartier Bendougo connaît quelques problèmes, notamment des risques d'inondation. Depuis avril dernier, il était prévu des travaux de prolongement qui ne sont pas jusque-là exécutés, et ce qui inquiète les riverains qui montent aujourd'hui au créneau. Nyankiteda. Voici le canal Anayele en question du quartier Benogo de la commune de Ouagadougou. Un canal à problème pendant chaque saison d'hivernage pour les riverains qui donnent ici de la voix par cette conférence de presse. Selon ces derniers, un compromis avait été trouvé pour son aménagement depuis avril dernier. Le canal Anayele a été arrangé à moitié. Donc l'autre portion, ça fait qu'il y a une partie de la population dont on les a attribués des terrains. Ces derniers, à chaque saison hivernale, ils sont inondés et ils se retrouvent à chaque fois dans les écoles. Ça fait que les années antérieures, on a eu réellement à faire des démarches et ça s'est resté toujours vain. À en croire les résidents du quartier, des démarches ont été entreprises auprès des autorités communales pour le prolongement du canal. Mais face au silence constaté, les riverains menacent de se faire entendre si rien n'est fait dans les jours à venir. La réponse qui a été donnée par les maires, c'est une mauvaise intention. Ils avaient en fait l'intention de mettre les uns et les autres en conflit, en disant aux populations riveraines d'aller discuter avec ceux qui seront touchés par les dits travaux, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les indemniser. À l'issue de cette conférence de presse, on va observer quelques jours avant de se concerter. S'ils n'y réagissent pas, on va entreprendre toute autre action qui va en fait les amener à penser sur notre problème. En plus du prolongement du canal, existent d'autres doléances. Il s'agit de la construction de caniveaux et d'un centre de santé, l'électrification de la zone, l'aménagement des voies et l'indemnisation de tous ceux qui seront affectés par les dits travaux. Le syndicat des agents du ministère de la Culture est en grève depuis ce 3 juillet. Il réclame une indemnité de code vestimentaire pour les agents, mais aussi la mise en place d'un fonds de motivation des agents. Le syndicat se bat également pour la nomination des attachés culturels dans les représentations diplomatiques du Burkina. Aruna Mari. Le syndicat des travailleurs de la culture, des arts et du tourisme, Synatract, entame à compter de ce 3 juillet une grève illimitée sur l'ensemble du territoire. Objectif, exiger du gouvernement la satisfaction de sa plateforme revendicative qui se résume en 12 points. Ces revendications concernent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et pour illustrer leurs revendications, le secrétaire général du Synatract nous entraîne ici pour une visite guidée des locaux du département. Parmi les points non abordés, une indemnité vestimentaire, un fonds de motivation pour tous les agents et la nomination des attachés culturels et culturels dans les ambassades et au niveau des institutions nationales. Les points abordés qui n'ont pas eu de solution concrète, c'est les problèmes de locaux. Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, la plateforme du Synatract a été soumise à son appréciation en fin janvier. Et selon lui, des points d'accord ont été trouvés à l'issue des concertations. Nous avons indiqué qu'en ce qui concerne le point lié à la nomination au sein des représentations diplomatiques dans les fonctions d'attaché culturel, le gouvernement a donné son accord pour la prise en compte des compétences du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Toutefois, en ce qui concerne les 2 points, l'octroi d'une indemnité vestimentaire à tous les agents ainsi que la mise en place d'un fonds de motivation, nous avons estimé que ces points ne sauraient prospérer. Toutefois, il a été mis en place un projet de comité qui va être naturellement validé par les représentants des travailleurs pour réfléchir sur d'autres mesures alternatives pour prendre en compte ces préoccupations. Pour les autres points non encore satisfaits, le ministre Tahirou Bari se dit disposé à les examiner. Il invite par ailleurs le Synatract à la table des discussions. En culture, le festival Aouna pour la promotion des cultures Gouroussi. C'est un festival qui met l'accent sur la danse et la musique Gouroussi. Draman Guéni. Festival Aouna, 5e édition.
C'est la fête de la musique Gurunsi à Pouni dans le Sanguier. Une manifestation purement traditionnelle pour promouvoir et sauver des pas de danse en voie de disparition. On a découvert de nouveaux pas de danse. Les gens ont amélioré considérablement leurs pas de danse. Et pour cette édition particulièrement, les gens se sont bien donnés. Alors, les populations se sont bien égayées, les gens se sont rencontrés, ils ont fait la fête, c'était bien. Là, c'est le Bounoun, l'identité même du peuple Gurunsi. Danse de force et d'acrobatie. Le Bounoun se danse à toutes les occasions. Le Namounou, lui, est typiquement réservé aux femmes. Il se danse lors des cérémonies de réjouissance populaires, comme les mariages, les baptêmes. Il y a des danses qui étaient en train de disparaître, des rythmes qui étaient en train de disparaître, mais et comme il n'y a pas d'occasion de prestation, eh bien, Dieu faisant, ce festival existe, ces rythmes-là sont revenus. Cette 5e édition du festival Aouna se tient autour du respect des valeurs culturelles en relation avec le civisme. 28 troupes venues du Sanguier et du Ziro ont presté durant ces 2 jours de la musique du terroir avec une dizaine de pas de danse. Rendez-vous est pris en 2018 pour la 6e édition. Un bel hommage d'un reporter Bissa tombé sous les charmes de la culture Gurunsi. À l'étranger, le président français était devant les parlementaires réunis ce matin à Versailles. Emmanuel Macron a détaillé les prochaines étapes de son action à la tête de l'État. Réduction du nombre de députés, suppression de la Cour de justice en France, la fin de l'état d'urgence et les réformes du droit d'asile. Suivez plutôt. L'annonce de ce congrès avait fait grand bruit, c'est donc fait. Emmanuel Macron s'est adressé aux 2 chambres du Parlement réunies expressément à Versailles. Devant près de 900 élus, le président français a longuement exposé ses priorités après 1 minute de silence en hommage à Simone Veil. Il a notamment insisté sur les changements nécessaires selon lui pour assurer l'avenir du pays. Aliénation à la contrainte financière, si nous ne rétablissons pas notre budget, si nous ne réduisons pas notre dette publique, aliénation à la volonté d'autres pays, dans l'Europe comme au sein de nos alliances, si nous ne remettons pas nos affaires en ordre, aliénation à la terreur islamiste, si nous ne trouvons pas le moyen de la détruire, sans rien lui céder de nos valeurs, de nos principes. Parmi les grandes annonces, la réduction d'1 tiers du nombre de députés et sénateurs dont une partie sera élue à la proportionnelle. Cette réforme des institutions, Emmanuel Macron souhaite la parachever d'ici 1 an. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Le binôme opposition-majorité a repris son duel, son sport favori, ironise l'Express du Faso. Oui, la bagarre naturelle a repris de plus belle entre 2 entités pour le moins antinomiques. Et citoyens détail, le gouvernement et l'opposition sont à couteau tiré et la pomme de discorde, le projet de loi sur l'allègement du partenariat public-privé irrite l'opposition pour qui le gouvernement veut légaliser la corruption. Personne ne pourra empêcher l'adoption de cette loi, répond la majorité présidentielle. Le gouvernement veut légaliser le pillage de nos maigres ressources, se défend Zéphirin Diablé dans le pays, et l'on se connaît de lui voler au secours dans un terme redondant et qui vaut son pesant d'or. C'est une dérive dangereuse pour la gestion de nos ressources, affirme-t-il. Salifou Diallo n'en a cul et lâche en ces termes. On veut bouger vite et bien, et mieux, maintient fermement dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso, je cite, « Personne ne va nous empêcher de voter cette loi si, semble dire l'opposition, qui, en tous les cas, relate l'Obs, ne l'entend pas du tout de cette oreille et compte enclencher une résistance. Et le MPP, comme une réponse du berger à la bergère, rappelle, voire avertit dans le journal Le Quotidien, personne n'a le monopole de la rue. Quittons le ring parlementaire pour un autre ring non moins dangereux où Moussa Kwanda et Inoussa Kanazoué se livreraient à un combat mortel, s'interroge l'Obs.
et aujourd'hui au Faso d'ajouter la thèse de la tentative d'assassinat d'Inoussa Kanazoué porte la griffe de Moussa Kwanda selon l'enquête. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.